amis ludistes, je vous propose de vous présenter un jeu solo qui me tient particulièrement à cœur, Silent Victory. C'est un jeu qui permet de simuler les patrouilles d'un sous-marin américain durant la guerre du Pacifique. Je vais vous présenter le jeu et effectuer une patrouille afin de vous montrer comment fonctionne le système de règles. Pour ceux qui connaissent, ce jeu fonctionne avec le même système que des jeux comme The Hunters ou The Hunted, qui permettent de simuler des patrouilles de U-boats allemands. Il existe aussi d'autres jeux du même type comme Benef de Med, qui permet de jouer les sous-marins italiens, ou encore Raiders of the Deep, qui s'intéresse aux U-boats de la Première Guerre mondiale. J'ai joué à chacun d'eux, et j'ai beaucoup apprécié leurs particularités. L'auteur du jeu, Gregory Smith, a fait beaucoup d'autres jeux en solitaire, mais mon préféré reste Silent Victory. Voici comment se présente votre sous-marin et le journal de bord. La première chose que vous devez choisir est la date de début de votre campagne. J'ai décidé pour cet exemple de débuter en septembre 1943. À cette date, la qualité des torpilles s'améliore par rapport au début du conflit. En effet, les torpilles américaines étaient défectueuses. Il arrivait souvent qu'elles n'explosent pas lorsqu'elles touchaient une cible ou qu'elles explosent trop tôt en raison de leur détonateur qui ne fonctionnait pas correctement. C'est un problème qui a été gardé secret par la marine américaine et rendu public seulement plusieurs décennies plus tard. Ce n'est vraiment qu'à partir de 1944 que le problème fut plus ou moins résolu, ce qui permet aux sous-marins américains de faire des ravages dans la flotte marchande japonaise. En termes de jeu, lorsqu'une de vos torpilles touche une cible, vous devez faire un test pour voir si elles explosent ou pas. On verra ça plus loin. Cette date correspond aussi au fait qu'on peut embarquer des torpilles Mk-18 qui sont des torpilles à moteur électrique, en plus des torpilles standards Mk-14. Donc, une fois que vous avez choisi la date de départ de votre campagne, vous devez choisir un sous-marin et lui donner un nom. Selon cette date, certains bâtiments pourront être disponibles ou pas en fonction justement de leur date d'entrée en fonction. Exemple, les sous-marins de la classe Gâteau ne seront disponibles qu'à partir d'avril 42. J'ai choisi justement un sous-marin de la classe Gâteau. On voit ici les 6 tubes lance-torpilles avant qui sont chargés avec 4 torpilles Mk-18 et 2 torpilles Mk-14. Ça, c'est moi qui l'ai décidé, j'aurais pu faire autrement. On voit aussi en dessous leur réserve de torpilles et ici les tubes arrière. Sur la fiche d'un sous-marin, il est indiqué combien de torpilles on peut embarquer à bord et de quel type. On voit ici que pour la période considérée, on peut avoir 16 torpilles de type Mk-14 propulsées par une turbine à vapeur et 8 torpilles de type Mk-18 qui sont des torpilles électriques. Il est possible de moduler le nombre de ces torpilles de 4 torpilles en plus ou en moins selon le type. Là, on peut voir les munitions pour le canon de pont. Lors d'un combat en surface contre des cibles non escortées, on peut tirer jusqu'à 2 sables d'obus par tour. On voit ici le marqueur qui indique la qualité de l'équipage, qui peut varier en fonction des échecs ou des succès. On démarre toujours une campagne avec un équipage entraîné. On a ici les points de structure de la coque. La coque peut être endommagée lors d'un grenadage ou bien lorsqu'on fait des plongées en eau profonde pour échapper aux destroyers ennemis. À chaque fois qu'on perd un point de coque, un test doit être réalisé avec 2 dés à 6 faces. Et si le résultat est inférieur au point de dégâts de la coque, le sous-marin implose, l'équipage est perdu et on perd aussi la partie. Là, on a le niveau des voies d'eau. Au cours des combats, on peut se retrouver avec des voies d'eau de plus en plus nombreuses. Lorsque ça atteint le bout du tableau, le sous-marin est obligé de faire surface et l'équipage doit se rendre au destroyer ennemi qui le pourchasse. On a la possibilité de s'aborder alors son bâtiment afin d'éviter qu'il ne tombe entre les mains des Japonais. Il y a 3 bases possibles pour débuter votre campagne. J'ai décidé que le port d'attache du sous-marin serait Pearl Harbor, mais il est possible à partir de 42 d'être basé en Australie, soit à Brisbane, soit à Fremantle. Ces 3 possibilités offrent des zones de patrouille qui peuvent être soit communes, soit bien spécifiques. Pour connaître la zone de patrouille, on doit effectuer un jet de dés sur une table qui dépend de votre port d'attache. J'utilise donc celle indiquée Pearl Harbor. Je dois lancer les dés dans la colonne qui correspond à la période dans laquelle on se trouve. Vu que nous débutons en septembre 1943, il s'agit de celle-ci. On obtient 8, soit Empire, sous-entendu Empire du Japon. Ça signifie qu'on va aller directement patrouiller dans l'antre de l'ennemi, au large des côtes du Japon. En général, c'est pas très cool, car entre les champs de mines, les avions et les navires de guerre, c'est un endroit qui craint un peu. L'océan Pacifique est immense. Chaque patrouille dure 2 mois. Avant d'arriver sur la zone de patrouille, le sous-marin va passer par 2 cases de transit, puis passer par toutes les cases de la zone de patrouille, avant de repasser par 2 autres cases de transit durant le voyage du retour. Et enfin, on l'espère, rentrer à bon port. Pour chacune de ces cases, on va devoir faire un test de rencontre. Attention, on effectue 2 tests sur la case du milieu. C'est donc ce que nous allons faire. Je déplace le sous-marin sur la première case de transit et j'effectue le test dans cette colonne.
Je déplace le pion dans la seconde case de transit. Rien non plus. Nous arrivons donc à la première case de la zone de patrouille. Remarquez le M qui se situe sur cette première case. Cela signifie que si nous avions eu une mission spéciale à effectuer, elle aurait été réalisée sur cette première case. Ce n'est pas le cas ici, mais il est possible d'effectuer des missions en plus de la patrouille. Ces missions peuvent être de déposer des mines, donc un certain nombre de vos torpilles seront remplacés par des mines. Ça peut être aussi récupérer un pilote abattu en mer, déposer des observateurs ou des espions. Voilà. Je lance les dés sur la colonne de rencontre qui correspond à la zone de patrouille. Rien. On passe à la case suivante. Ah, cette fois-ci, on a 2 navires et une escorte. On pourrait très bien les laisser passer, on n'est pas obligé de les attaquer. Si nous n'avions plus de torpilles ou si le sous-marin était très endommagé, ce serait peut-être une option. Mais nous sommes au début de la patrouille et notre sous-marin est en parfait état. Donc nous allons déclencher l'attaque. Notez que si nous étions tombés sur un convoi, il y aurait eu aussi une escorte, car tous les convois sont escortés. En revanche, et c'est ce qui change par exemple avec des jeux comme The Hunters, les navires à portée de tir sont au nombre de 3 seulement et non 4. Pour avoir 4 cibles potentielles, il faut attaquer à courte portée et prendre le risque d'être détecté avant. L'auteur du jeu explique que les convois japonais étaient formés de moins de navires que ceux des alliés dans l'Atlantique et que c'est pour cette raison que lorsqu'on aborde un convoi, on ne peut tirer que sur 3 cibles appartenant à ce convoi. La procédure de combat est très bien expliquée sur la fiche de combat. Il suffit de suivre ce qu'il y a écrit. Il y a une règle optionnelle sur la météo qui permet de savoir par quel temps on attaque. Elle est bien faite, on peut la trouver sur BGG, Board Game Geek, mais je ne l'utiliserai pas dans cette explication. Libre à vous d'intégrer ou pas. La première chose à savoir est, est-ce que la rencontre a lieu de nuit ou de jour? On lance un dé à 6 faces. Dans notre cas, c'est le jour. Il est possible de simplement suivre les navires ennemis sans les attaquer tout de suite et d'attendre la nuit pour ça. Mais dans ce cas, il faut lancer un dé à 6 faces. Sur un résultat de 1 à 4, c'est un succès et on peut attaquer de nuit. Mais sur un résultat de 5 ou 6, les cibles sont perdues et on passe à la case de patrouille suivante. Comme il est plus avantageux de lancer ce torpille de nuit et en surface, il peut être tentant d'attendre que la nuit tombe pour attaquer, mais on prend alors le risque de perdre ses cibles. À vous de faire un choix. Notez aussi que tout ceci n'est valable que s'il ne s'agit pas d'un navire de guerre, car leur vitesse ne vous permet pas de les suivre. Donc, que ce soit de jour ou la nuit, vous devez les attaquer immédiatement ou les laisser filer. Dans notre exemple, nous attaquons de jour des navires marchands escortés, et si on attaque de jour une cible escortée, on est forcément en plongée. Notez que si on attaquait de nuit, on pourrait attaquer en surface. C'est intéressant quand on a des bonus au toucher lorsqu'on attaque en surface. On pourrait aussi attaquer en surface de jour si la cible était isolée et sans escorte. On peut même dans ce cas utiliser le canon de pont afin d'économiser les torpilles. En ce qui concerne notre attaque, il faut déterminer la taille des navires que nous allons essayer de torpiller. Sur un résultat de 1 à 4, ce sera un navire de petite taille. Et sur des résultats de 5 ou de 6, ce sera un navire de grande taille. Dans notre cas, le premier est de petite taille et le second de grande taille. On doit maintenant identifier les navires en question. Il existe 3 tables pour les navires de petite taille et 3 autres pour les navires de grande taille, notées pour chaque catégorie A, B ou C. On lance en fait un dé à 6 faces. Si on obtient 1 ou 2, on regarde la table A, 3 ou 4, ce sera la table B et 5 ou 6, la table C. Pour le navire de petite taille, on obtient un 3 et donc ce sera la table B. Et celui de grande taille, on obtient un 2, et ce sera donc la table A. Pour connaître les noms des navires, il suffit ensuite de lancer un dé de 100 sur ces tables pour connaître l'identité et le tonnage de ces cibles. On utilise pour cela 2 dés à 10 faces de couleurs différentes, un pour les dizaines et un pour les unités. Notez au passage que tous les navires listés sur ces tableaux sont des navires japonais qui ont historiquement réellement existé. Dans notre cas, nous obtenons 57 sur la table B des navires de petite taille, soit le Noshiro Maru, un cargo de 3100 tonnes. Pour l'autre cible potentielle, nous obtenons 46 sur la table A, soit le Tsushima Maru, un transport de troupes de 6800 tonnes. Remarquez que tous les noms des navires marchands japonais se terminent par Maru. Les lettres P, T ou F correspondent au type de navire. F pour Fighter, ce sont les cargos, P pour Personal, ce sont les transports de troupes, et T pour Tanker, ce sont les pétroliers. Nous notons ces noms et le tonnage des navires rencontrés sur le journal de bord. Je fais remarquer qu'il est tout à fait possible d'attaquer un destroyer de l'escorte. Dans ce cas, on tire sur un destroyer générique de 1200 tonnes. Si le destroyer est coulé,
les tests de détection se feront avec un malus pour les Japonais. Mais si on échoue, les Japonais gagnent à l'inverse un bonus à la détection. C'est pas très intéressant de couler des destroyers d'escorte car leur tonnage est faible par rapport à ceux des navires marchands. Nous plaçons ensuite les pions des navires correspondants sur le tableau de combat à la torpille en fonction de leur tonnage. Le Noshiromaru fait 3100 tonnes. On le place donc ici. L'autre navire, le Tsushimamaru, fait 6800 tonnes. On le place donc ici. Il reste à déterminer à quelle distance je vais attaquer et combien de torpilles je vais envoyer sur chaque navire et quel type de torpille utiliser. Car dans notre exemple, nous avons les tubes avant chargés avec des Mk14 et des Mk18. Si nous attaquons à courte portée, on augmente nos chances de toucher, mais nous risquons d'être détectés avant d'avoir pu tirer, car dans ce cas, il y a un test de détection spécifique qui doit être effectué par les destroyers ennemis avant que nous puissions envoyer les torpilles. On lance 2 dés à 6 faces, et on est détecté sur un score de 10 et plus dans ce cas précis, ce qui reste jouable. Si nous attaquons de plus loin, ce test de détection avant l'attaque n'est pas effectué. Attaquer à courte portée est donc tentant, mais risqué. Ceci dit, si nous attaquons à courte portée et que nous sommes détectés avant notre attaque, l'attaque est annulée et on passe directement à la phase d'attaque des destroyers que nous verrons plus loin. Attaquer à grande distance est plus sûr, mais on diminue les chances de toucher les cibles. Je choisis donc, pour notre exemple, la solution intermédiaire et je décide d'attaquer à moyenne portée. Il y a 6 torpilles disponibles dans les tubes avant, 4 torpilles Mk18 qui sont des torpilles électriques et 2 torpilles Mk14 qui fonctionnent avec des turbines à vapeur. Le problème est que les torpilles Mk14 laissent un sillage dans la mer et comme nous attaquons de jour, ces sillages augmentent nos chances d'être repérés par les destroyers d'escorte après notre attaque. Les torpilles Mk18 utilisent un moteur électrique et ne laissent aucun sillage. En revanche, elles sont moins efficaces à moyenne et grande distance. Je vais quand même les utiliser. 2 Mk18 sur chaque navire. Je fais le choix de ne pas utiliser Mk14 pour éviter de produire des sillages. Il suffit ensuite de regarder ce tableau et la case qui correspond à la portée de tir pour se rendre compte qu'il faut faire 7 ou moins pour toucher. Attention, on a un malus de 1 car nous utilisons des Mk18 à moyenne portée, soit 6 ou moins pour toucher. Les autres modificateurs n'entrent pas ici en ligne de compte. La première torpille lancée sur le Noshiromaru touche sa cible. La seconde est un échec. La troisième torpille lancée contre l'autre navire rate aussi sa cible. La dernière par contre touche. Chaque navire a donc été touché par une seule torpille. Attention, comme je l'ai dit, les torpilles ne sont pas fiables et il est nécessaire de vérifier si elles explosent ou pas. Les chances de succès varient en fonction des années. On voit ici qu'avant septembre 43, les torpilles n'explosent pas sur un résultat de 1 à 4 sur un dé à 6 faces, soit 2 tiers de chances d'être défectueuses, ce qui peut s'avérer très frustrant à la longue. On voit ensuite que ces résultats changent en fonction des périodes et en 1945, il n'y a plus qu'une chance sur 6 pour qu'une torpille n'explose pas lorsqu'elle touche sa cible. Mais dans notre cas, les torpilles seront défectueuses uniquement si on obtient 1 ou 2 avec un dé à 6 faces. La première explose. Mais la seconde est défectueuse. Le second navire n'aura donc aucun dégât. Il faut maintenant savoir l'étendue des dégâts obtenus avec la torpille qui a touché le premier navire. On utilise pour cela ce tableau. On obtient 2, ce qui fait 3 dégâts. Chaque point de dégâts fait perdre un palier à la cible et lorsque celle-ci arrive ici, le navire est coulé. Donc sur les 4 torpilles envoyées, 2 ont touché et une seule explosé, coulant un des navires. Quand vous coulez un navire, entourez son tonnage sur le journal de bord. C'est maintenant que les choses se corsent et que l'équipage va devoir serrer les fesses car les destroyers d'escorte japonais vont essayer de vous détecter pour ensuite vous couler en envoyant des charges de profondeur qui vont exploser tout autour du bâtiment. C'est une des phases du jeu où tout peut basculer car on est soumis à un intense bombardement qui peut très mal finir. Pour ne pas détecter, il suffit de faire un score au dé de 8 ou moins avec 2 dés de 6 sur cette table, soit 2 chances sur 3. Sauf qu'il faut aussi tenir compte des malus éventuels. Par exemple, si on avait utilisé des torpilles Mk14 en plein jour, on aurait eu un malus à la détection car les sillages indiquent votre position au navire ennemi.
On aurait eu aussi un malus supplémentaire si nous avions été détectés au round d'avant, mais comme c'est le premier round de combat, on n'en tient pas compte. Nous avons obtenu un 10. Bon, c'est pas de chance, mais ça va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand on est détecté. On utilise la table d'à côté, qui permet de connaître le nombre de fois où le bâtiment est touché par les charges de profondeur durant ce round. Ici, le sous-marin encaisse 3 hits. Il a été touché 3 fois. Nous utilisons maintenant la table de localisation des dégâts afin de savoir ce qui a été touché. On lance 2 dés de 6 de couleurs différentes. Mais attention, nous n'additionnons pas le résultat cette fois-ci. Nous allons nous aider du dé noir comme un dé de dizaine et du dé blanc comme un dé d'unité. Premier hit. Un membre d'équipage a été touché. Il est nécessaire d'utiliser une table supplémentaire pour savoir qui a été touché. Il s'agit du second. Et une troisième table nous indique qu'il a été blessé légèrement. Deuxième résultat. Flooding, c'est une voie d'eau. Attention, les voies d'eau ne sont pas à prendre à la légère car elles peuvent devenir très vite incontrôlables. Pour simuler cela, à chaque fois qu'on obtient un résultat voie d'eau, flooding, on doit lancer un dé à 6 faces. Sur un résultat de 5 ou 6, les voies d'eau augmentent et se multiplient et on déplace le curseur d'une case supplémentaire. Je rappelle que si on arrive au bout, le sous-marin est obligé de faire surface avec toutes les conséquences dont j'ai déjà parlé. Troisième hit, la coque est touchée. Comme j'ai déjà signalé, à chaque fois que la coque est touchée, un test doit être réalisé pour vérifier que la coque tient. Pour le moment, tout va bien. Nous avons terminé ce round de combat. Nous allons à nouveau effectuer un test de détection, mais cette fois-ci, nous aurons un malus lié au fait que nous avons été détectés au round précédent. Il faut donc faire ici un 7 ou un moins pour pouvoir nous enfuir. Afin d'augmenter nos chances de ne pas être détectés, nous allons tenter une plongée en profondeur. Nos chances sont maintenant de 8 ou moins au lieu de 7, mais cela se paye d'un dégât supplémentaire sur la coque et d'un test pour voir si la coque tient sous la pression. Ça passe. Le jet de détection par contre est raté, on est à nouveau repéré et grenadé. Cette fois-ci on prend 2 hits. Le moteur diesel numéro 4 est endommagé. Le périscope est touché, ça c'est une mauvaise nouvelle car sans lui on ne peut plus attaquer en plongée. Le round est fini. Troisième round, j'obtiens un 5. Nous ne sommes pas détectés. Je peux enfin filer de cet enfer. Avant de passer à la case de patrouille suivante, on va recharger les tubes de torpille. Et on va surtout essayer de réparer les dégâts occasionnés. La coque ne peut pas être réparée en mer, hélas. Le niveau de voie d'eau revient à la normale, les pompes du sous-marin évacuent l'eau. Reste à réparer les dégâts sur le moteur et le périscope. Il faut donc faire des tests. Ah, c'est raté, donc le moteur 4 est hors service pour le reste de la patrouille. En revanche, le périscope est réparé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Notez que si l'ingénieur du bord a un niveau expert, vous avez des bonus au test de réparation. Je ne vais pas continuer la patrouille en entier car les tests sont du même type à chaque case. Lorsque vous avez terminé, si votre sous-marin est encore à flot, vous entamez le voyage de retour à la base en passant par les 2 cases de transit. Lorsqu'une patrouille est terminée, on indique sur le journal de bord le tonnage des navires coulés. C'est à ce moment-là qu'on peut recevoir des médailles et des récompenses. Si 3 navires sont coulés au cours d'une même patrouille, on décroche la Bronze Star. Si 4 navires sont coulés en une seule patrouille, on obtient la Silver Star. Si 5 navires sont coulés en une seule patrouille, ou bien si on coule un navire de guerre important, on reçoit la Navy Cross. Si au cours de la campagne on réussit 3 patrouilles durant lesquelles on est parvenu à couler 7 navires dans chacune de ces patrouilles, on reçoit la médaille d'honneur. À chaque fois qu'on réussit une mission spéciale, on obtient le ruban Navy Commendation. Si le capitaine est blessé, il reçoit la Purple Heart. Chaque patrouille réussie apporte un insigne de Submarine Combat Patrol ainsi qu'une Battle Star. Comme chaque patrouille dure 2 mois, on indique sur le journal de bord le temps passé par la lettre P. Le mois suivant est un mois de repos pour l'équipage et de remise en condition pour le sous-marin. On le note R pour Rough It. Notez que s'il y a des réparations qui sont trop lourdes ou trop nombreuses pour être réalisées en un mois, l'équipage peut se voir proposer un autre sous-marin. Cela peut donc être l'occasion de changer de type de sous-marin à ce moment-là. Toutes les 3 missions réussies, on fait un test pour voir si l'équipage ou certains membres d'équipage montent de niveau. Le capitaine peut aussi monter en grade. Un test est effectué tous les 12 mois de service et il y a 3 grades possibles pour lui. On démarre une campagne par le grade le plus bas qui est celui de lieutenant-commandeur. Il y a ensuite commandeur et pour finir captain. Selon les décorations reçues, on a des bonus à ce test de promotion. Le fait d'être promu apporte certains avantages. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi,
c'est que lorsqu'on obtient 12 pour la première fois lors d'une patrouille, on ne tient pas compte du résultat dans le tableau, car c'est remplacé par l'éruption inattendue d'un événement aléatoire. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs selon les cas. Ça peut aller du fait que vos torpilles sont de meilleure qualité que d'habitude, ou bien au fait que votre équipage est victime d'une intoxication alimentaire avec toutes les conséquences que ça peut entraîner d'avoir la gastro dans un milieu confiné, ou encore que vous êtes envoyé en cour martiale parce que vous avez coulé un navire hôpital par erreur. Il est possible au fil des patrouilles de tomber sur des avions ou des champs de mines, et ça peut être très punitif. Entrer dans un champ de mines est vraiment très dangereux. J'ai perdu 2 sous-marins comme ça. Quant aux avions, on a une petite chance de disparaître sous l'eau avant qu'ils l'attaquent. Il vaut mieux réussir ce test car si on ne réussit pas à le toucher avec la DCA du bord, il risque d'endommager gravement votre sous-marin. Les avions et les mines sont des rencontres peu courantes, mais lorsqu'elles arrivent, ça fait monter le stress et le suspense car c'est quitte ou double et c'est souvent mortel. J'ai effectué jusqu'à présent 14 campagnes et perdu 5 sous-marins en tout. Mais c'est un jeu que j'adore, car il est très immersif, ce qui, vous en conviendrez, est assez normal pour un jeu sur les sous-marins. J'aime aussi le fait que l'équipage puisse monter en niveau, ainsi que les membres les plus importants de votre sous-marin. J'adore particulièrement ce jeu, car en plus de ses aspects historiques très poussés et bien entendu de son aspect narratif évident, on se retrouve réellement confronté à des choix cruciaux. Doit-on attaquer les cibles que l'on rencontre, avec quel type de torpille, que ce soit en surface ou en plongée, de jour ou de nuit? Doit-on d'ailleurs attendre la nuit pour avoir des bonus au tir de torpille au risque de perdre les navires que l'on poursuit? Souvent les conditions vous indiquent la procédure à suivre. Mais prendre des risques comme attaquer à courte distance en risquant d'être repéré avant de pouvoir lâcher ses torpilles peut s'avérer payant ou définitivement mortel. L'autre aspect intéressant du jeu est le suspense engendré par la chasse que les destroyers ennemis donnent à votre submersible à la suite de votre attaque. Va-t-on pouvoir s'enfuir ou subir un ou plusieurs rounds de grenadage avec toutes les avaries, les dommages et les voies d'eau supplémentaires qui peuvent en découler? Car il est certain que plus on subit de dégâts et moins on peut s'en sortir, et ça peut même engendrer une sorte de spirale infernale dont l'issue risque d'être fatale. Plonger en profondeur pour échapper aux destroyers ennemis est une option intéressante, mais elle endommage la coque en raison de la forte pression qui est exercée sur elle. Et si celle-ci lâche, à la suite d'un test raté, le sous-marin est détruit et votre aventure se termine de manière définitive dans les abysses. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur les points de règle les plus importants et vous avoir donné envie de jouer à cet excellent jeu. Merci de votre attention.